Sabine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, introduire ces 3 jours de colloque de manière un tout petit peu plus détaillée que ce que Maëlène vient de faire. Et donc moi, je travaille à Grignon, donc en région parisienne, près de Versailles, dans un site historique de l'agronomie, puisque c'est la plus vieille école d'agronomie française qui est basée à Thiverval-Grignon, encore pour 2 ans. Alors, nous allons parler d'intrants en agriculture. Et donc voilà, quels sont ces intrants en agriculture? Ça, c'est un petit schéma qui résume la plante dans son environnement de croissance. Donc la plante est implantée dans un sol. Et pour que cette plante fonctionne bien et croisse correctement, donc il faut que son système racinaire puisse pénétrer dans un sol qui possède... La structure physique du sol va être très importante. Donc il y a la structure et l'architecture du sol et sa porosité va être très très importante. Porosité qui va être importante pour que l'air puisse circuler, l'eau puisse circuler et que donc la plante puisse respirer et absorber de l'eau en quantité suffisante. Il faut que ce sol fonctionne bien, qu'il soit un milieu vivant. Donc la présence de la microflore et de la faune dans le sol est très très importante. Il faut que ce sol puisse fournir à la plante ses éléments nutritifs, et ces éléments nutritifs viennent en particulier en grande partie de la matière organique et de ses transformations. Donc il faut que ces éléments nutritifs soient fournis à la plante. Et donc voilà, pour que donc la plante va fonctionner en équilibre avec son agrosystème. Et donc le but des intrants en agriculture, ça va être de peut-être modifier un peu le fonctionnement de cet agrosystème, de l'optimiser pour répondre aux besoins des personnes qui gèrent ces agrosystèmes pour produire suffisamment de récoltes pour assurer l'alimentation de la population croissante mondiale. Donc pour tout ça, donc au départ, l'agrosystème est capable de fournir un certain nombre d'éléments nutritifs, mais on n'est jamais suffisamment satisfait et donc on cherche à augmenter cette production. Et donc il y a des types d'apports qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui, qui sont les matières fertilisantes. Et donc classiquement, ce sont les engrais minéraux, mais aussi des matières organiques qui sont apportées. Donc c'est le premier type de matières fertilisantes. Ensuite, il est très important que la plante trouve suffisamment d'eau. Donc on va avoir aussi besoin d'irrigation pour que ces plantes puissent pousser de manière satisfaisante. Et puis ces plantes, elles peuvent avoir des concurrences sur le sol par des adventices, où il peut y avoir des maladies, donc d'autres bioagresseurs. Et donc il y a aussi des intrants en agriculture qui vont être les phytosanitaires. Donc, mais aujourd'hui, aujourd'hui et demain, de quoi on va surtout parler? Donc ces intrants, donc voilà, on peut dire qu'il y avait en gros 3, je vais peut-être descendre mon piédestal, il y avait 3 grands types d'intrants en agriculture, donc les matières fertilisantes, qui sont classiquement donc les engrais minéraux et puis qui ont été longtemps des effluents d'élevage, besoin d'eau et des produits phytosanitaires. Donc il y a une évolution dans ces intrants en agriculture, on va dire, et donc ces 2 jours on va parler beaucoup de matières fertilisantes. Donc on va parler de matières organiques qui sont d'origine résiduelle, donc on va beaucoup parler de recyclage. Je vous gêne. On va parler de recyclage et puis de nouvelles matières fertilisantes qui vont être produites grâce à des procédés innovants. Donc on va pas parler, je pense que personne va nous parler d'irrigation ni de fertirrigation, puisque la nutrition des plantes peut être assurée via l'irrigation, mais je pense que ça on ne va pas en parler dans ces 2 jours. On ne va pas du tout parler de produits phytosanitaires. Mais il faut, bien sûr, vous savez qu'il y a d'autres moyens que les produits phytosanitaires pour assurer la défense des plantes et la santé des plantes grâce à tous les procédés de biocontrôle. Par contre, il y a des nouveaux intrants qui se développent, que sont les biostimulants, qui vont permettre et favoriser la croissance des plantes, non pas directement par des apports d'éléments nutritifs, mais en favorisant l'environnement de la plante et sa croissance dans un environnement favorable, on va dire. Donc on va entendre parler de biostimulants. Donc pendant ces 2 ou 3 jours, là, on va surtout entendre parler de matières fertilisantes et de biostimulants. Alors, comment se passait dans la fertilisation des plantes? Donc
classiquement, hein, l'agrosystème, enfin le système agricole fonctionnait en équilibre et il y avait le système agricole c'était surtout des systèmes de polyculture élevage, donc on avait à la fois des animaux et des cultures, et ces animaux produisaient les fameux effluents d'élevage qui servaient à amender les sols et à les fertiliser, et donc ces systèmes fonctionnaient de manière équilibrée et de façon autonome. Alors là, on a des animaux, mais on aurait aussi très bien pu mettre des humains qui produisaient des déchets organiques qui étaient réutilisés pour fertiliser également les sols des jardins urbains, par exemple. Bon, mais vous savez que depuis la guerre, avec l'apparition des engrais après la guerre, donc il y a eu une très très forte augmentation de la production des engrais minéraux, et qui servent donc à augmenter la production végétale. Vous voyez que ces engrais minéraux, donc on a une alors là-dessus, on retrouve le phosphore, le potassium et l'azote. Et donc vous voyez qu'il y a une très forte croissance jusque dans les années 80 de cette production des engrais. Et bien sûr, vous savez que ces engrais sont des ressources, on peut dire, non durables, puisque soit elles sont fabriquées à partir de produits de matières premières finies, que ce soit le pétrole pour la fabrication des engrais, qui a besoin de beaucoup d'énergie, ou des ressources minières pour le phosphore et le potassium, et qui donc, dans tous les cas, sont des ressources finies qui consomment beaucoup d'énergie, et qu'il faut donc chercher à substituer par d'autres intrants qui seraient plus durables. Donc déjà, depuis les années 80, vous voyez qu'on a une très forte diminution de la production et de la consommation donc des engrais phosphatés et potassiques, mais il reste ces engrais azotés qui restent utilisés en très très forte quantité. Alors quelles sont les conséquences de cette très forte utilisation des engrais minéraux? Ça a conduit à une spécialisation de l'agriculture. Et là, deux images pour illustrer cette spécialisation de l'agriculture. Spécialisation et séparation des différents modes d'agriculture, avec par exemple une carte représentant les grandes cultures qui sont très concentrées dans le grand bassin parisien, dans le sud-ouest, en Alsace, où vous voyez, donc en rouge, c'est je crois 70 à 90% de la surface agricole utile qui sont semées en céréales et en maïs. Et puis donc les grandes cultures qui sont séparées de l'élevage avec une concentration dans certaines régions, donc des vaches laitières, des élevages porcins, etc. Donc on a vraiment une dissociation de l'élevage et de la culture, alors que c'était des systèmes qui fonctionnaient de façon équilibrée auparavant. Alors quelles sont les conséquences de cette séparation de l'élevage et de l'agriculture? C'est que quand on s'intéresse aux ressources organiques qui peuvent être utilisées en tant que fertilisants, donc on voit que c'est ce qu'on va appeler des produits résiduaires organiques. Donc comme ils sont directement liés à l'élevage, ils vont être très concentrés dans certaines régions, là où il y a cet élevage très fortement concentré. Et donc on voit qu'il y a eu une très forte utilisation et une très forte présence de ces produits résiduaires organiques là où il y a de l'élevage, et que par contre là où il n'y a pas d'élevage, on a très peu de ces ressources disponibles. Et quelles sont les conséquences de tout cela et de l'utilisation non durable de ces ressources fertilisantes? C'est des dégradations de l'environnement. Ici par exemple, la surface en zone vulnérable, donc les nappes phréatiques contaminées par la présence de nitrates, où vous voyez qu'on retrouve à la fois les zones d'élevage très fortement concentrées et les zones où on utilise des intrants minéraux à très forte dose. Donc on voit que en lien avec cette spécialisation de l'agriculture, ce déséquilibre des fonctionnements des exploitations agricoles, on a des impacts sur l'environnement, et c'est ça qu'il faut chercher à résoudre. Alors, donc ça, on va voir comment, à l'aide de nos nouveaux intrants, on va pouvoir participer à cette amélioration de la gestion de la fertilisation. Et puis, on va parler aussi pendant ces 2 jours, donc non seulement de fertilisants, mais de biostimulants. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée sur le site des biostimulants. Donc ces biostimulants, ce ne sont pas des fertilisants directement, mais ce sont des intrants qui vont servir à améliorer l'environnement de la plante et provoquer ou induire des phénomènes
certains phénomènes de stimulation, soit d'essence, qui vont agir donc soit sur la plante, soit sur le sol, soit sur les intrants eux-mêmes qui sont apportés aux agrosystèmes. Et donc par exemple sur les plantes, vous voyez qu'on peut avoir des stimulateurs de défense qui sont des biostimulants ou des stimulateurs de croissance du système racinaire par exemple, qui peuvent être des biostimulants. Ces biostimulants peuvent agir sur le sol aussi, donc activer la biomasse microbienne dans les sols, activer la vie du sol, et donc permettre donc une meilleure activité biologique et donc une meilleure croissance de la plante. Ça peut être aussi des additifs qui permettent de mieux valoriser les intrants, les fertilisants eux-mêmes. Donc on va voir quelques exemples de ces biostimulants au cours de ces 2 jours. Alors, quelles sont les principales évolutions qui vont faire l'objet de des interrogations aussi qui vont faire l'objet de nos 2 jours de colloque et puis aussi de la visite qui va suivre le 3e jour. Donc voilà les principaux points qui vont être présentés lors de nos 2 jours de colloque. Donc on va d'abord parler il y a beaucoup de ces nouveaux intrants qui sont issus du recyclage. Donc on va parler de ces intrants, de cette pratique qui existe depuis très très longtemps, puisque dès le début de l'agriculture, on a déjà recyclé un certain nombre de matières organiques pour assurer la fertilité des sols. Donc on va voir, on va revisiter ces intrants, on va dire un peu classiques et historiques, que sont les effluents d'élevage qui représentent déjà, vous voyez, une très très forte proportion de l'azote, du phosphore et du potassium apportés en fertilisation. Donc ce recyclage, ça va nous permettre de boucler les cycles biogéochimiques au niveau des agrosystèmes. Donc on va voir, historiquement ces intrants étaient d'origine agricole. On va voir qu'il y a d'autres matières premières qui permettent ce recyclage et qui peuvent être valorisées en agriculture. Et donc il y a des ressources urbaines et industrielles qui peuvent être recyclées en agriculture. Ensuite, on va voir des présentations sur, ok, on a cette pratique de retour au sol de matière organique, mais comment quantifier cette efficacité ? Comment s'assurer qu'on n'a pas que ces pratiques ne dégradent pas la qualité de l'environnement, et donc il nous faut des méthodes ou des analyses ou des indicateurs qui nous permettent de piloter les apports pour être sûr que les nouvelles pratiques de fertilisation sont bien des pratiques durables et ne conduisent pas à une dégradation supplémentaire de l'environnement. Donc on va voir pas mal de topos sur ces indicateurs pour piloter les apports. Ensuite, on va voir que le contexte actuel est tout à fait favorable au développement de ces nouveaux intrants, au développement du recyclage. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'instruments de politique publique ou réglementaires qui permettent de développer l'économie circulaire et donc de favoriser ce recyclage. Et puis donc, on va avoir beaucoup de présentations ensuite sur des nouveaux procédés de traitement, des nouveaux intrants qui vont nous permettre de produire des intrants innovants qui vont permettre de répondre aux besoins des plantes. Donc ça, voilà, on va voir les nouveaux procédés, les nouvelles filières. Et puis, il y a aussi, on va voir que ce recyclage, il peut ne pas être direct, mais il peut s'accompagner d'autres voies de valorisation de ces ressources résiduaires avant d'être finalement retournées sur le sol. Donc on va voir comment plusieurs filières de valorisation peuvent cohabiter et permettre une valorisation optimale de ce qui était auparavant des déchets. On verra ensuite quelques présentations sur l'adaptation de ces intrants aux besoins des cultures, et puis on va faire un focus sur l'agriculture urbaine, parce qu'on va voir qu'il est très important d'agir localement et de favoriser ce retour à une échelle territoriale pour favoriser ce bouclage des cycles à l'échelle territoriale. Alors, tout d'abord, donc c'est ce recyclage historique lié aux effluents agricoles, mais également aux autres matières premières. Donc voilà, ça c'est l'image de la valorisation du recyclage qui permet le bouclage des cycles biogéochimiques. Et ça, c'est toute la chaîne qui représente, on va dire, le recyclage de ces matières organiques au sein d'une exploitation agricole ou d'un territoire. Donc on a vraiment toute la filière où on a des parcelles agricoles qui auparavant donc recevaient des engrais minéraux qui permettent de produire de l'alimentation donc pour
pour les villes, pour l'élevage, qui font le fonctionnement des villes ou le fonctionnement de l'élevage ou la présence d'industrie sur un territoire va générer un certain nombre de ressources organiques brutes, qu'on va appeler des produits résiduaires bruts, qui peuvent être recyclés directement et qui classiquement étaient recyclés directement, comme par exemple les fumiers, les lisiers pour tout ce qui est des effluents d'élevage, et puis aussi donc les déchets. On voit que des nouveaux intrants provenant des villes, donc ce sont les déchets verts, les bouts de stations d'épuration ou les biodéchets que nous produisons, peuvent être aussi recyclés en agriculture, mais vous voyez qu'il faut qu'il y ait une étape de transformation, donc de traitement. Alors ces transformations, historiquement, ces traitements étaient faits pour abattre la pollution. Par exemple, pour les eaux usées, on traitait les eaux usées pour abattre l'azote, le phosphore contenu dans le carbone, l'azote et le phosphore présents dans les eaux usées, pour ensuite relibérer dans l'environnement les eaux épurées. Et donc la boue apparaissait comme un produit, enfin un déchet de ce procédé d'épuration des eaux. Pour les biodéchets ou les déchets verts également, c'était des déchets, donc on cherchait à les traiter pour diminuer l'impact de contamination de ces déchets. Et maintenant, vraiment, l'image est complètement inversée. Tout ceci, ce sont des ressources qui doivent être transformées au mieux donc ces procédés de transformation vont être très importants pour améliorer et assurer une bonne valorisation de ces ressources organiques. Donc il y a une étape très importante qui va être la transformation de ces matières pour ensuite pouvoir répondre parfaitement aux besoins des agrosystèmes sans impact sur la qualité de ces agrosystèmes. Donc on va voir un certain nombre de procédés de transformation, de traitement, comme la méthanisation, le compostage, la pyrolyse. Il y a aussi des procédés qu'on verra un peu moins, comme le chaulage ou le séchage, qui conduisent donc à ces produits transformés qui sont valorisés en agriculture. Alors déjà, donc on va commencer par voir, parce que quand même la grande majorité de ces intrants en agriculture, donc il y en a certains qui sont produits depuis un certain nombre d'années, et donc il est quand même important d'avoir une vision sur ces intrants, on va dire historiques, que sont les composts produits, issus de différents types de ressources. Donc on aura des présentations sur les composts, et puis des engrais organiques qui existent depuis très très longtemps également, et on aura aussi une présentation sur des engrais historiques, des engrais organiques qui sont produits depuis très 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 longtemps. Donc ensuite, on va voir la grande question sur comment assurer que cette valorisation en agriculture de ces intrants est faite de manière durable, et est-ce qu'on est capable de piloter les apports pour répondre aux besoins des plantes tout en ne dégradant pas la qualité des agrosystèmes. Donc là, on va s'intéresser à cette partie. Donc on fait nos épandages et puis on a un agrosystème. Est-ce qu'on peut avoir des impacts sur la qualité du sol, sur la qualité des plantes, des eaux, de l'air? Et donc il est très important de s'assurer qu'on n'a pas de dégradation, et que par contre, que ce qu'on apporte va effectivement répondre aux besoins des plantes. Donc on va avoir un certain nombre de présentations qui vont nous permettre de s'assurer. On va voir des présentations sur les effets à long terme de ces apports, parce qu'on sait très bien qu'on peut assurer la croissance des plantes ou répondre aux besoins immédiats des plantes ou d'un agrosystème sans qu'il y ait du tout d'impact sur l'environnement. Mais par contre, la grande question que tout le monde se pose, mais si on fait des épandages répétés, est-ce qu'on risque d'avoir une dégradation de ces agrosystèmes? Donc il est important de mesurer ces effets à long terme sur la qualité des récoltes et sur la fertilité des sols. Donc vous verrez quelques exemples de ces résultats. Également, donc une présentation sur les enjeux environnementaux de la fertilisation organique. Et là, je vais y revenir encore un petit peu plus tard, un peu plus loin dans ma présentation. Donc on va faire un focus sur ces fameux contaminants qui peuvent être présents dans ces produits qui sont recyclés, avec une présentation dédiée aux contaminants organiques. Et puis donc une présentation sur le développement d'indicateurs ou d'outils, de nouveaux outils qui nous permettent de piloter la qualité des sols. Donc avec une présentation de nouveaux indicateurs qui sont en cours de développement
pour piloter la qualité du sol, en particulier la qualité biologique des sols. Alors justement, l'interrogation, il y a une des grandes interrogations qui se pose, c'est sur les impacts sur l'environnement de ce recyclage. Et donc la présence, les impacts sur l'environnement, c'est lié à la présence de contaminants dans les produits qui sont importés. Et donc vous voyez qu'il y a 3 grands types de contaminants, les agents biologiques, donc les pathogènes ou les gènes de résistance aux antibiotiques, ou voilà exactement, et les contaminants, les éléments traces métalliques, et puis les contaminants traces organiques, les contaminants organiques. Et donc voilà, vous voyez qu'en fonction du type de produits apportés sur les sols, donc ça c'est des résultats de l'expertise sur ces intrants issus du recyclage qui a été réalisé il y a quelques années. Là, vous voyez qu'en fonction du type de matière qui est recyclée, on va avoir des interrogations par rapport à certains éléments traces métalliques ou certains types de molécules organiques ou certains types de pathogènes. Donc, la présentation de Dominique Patureau va s'intéresser à ces contaminants organiques présents dans l'ensemble des produits organiques qui peuvent être recyclés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres impacts associés à cette pratique de recyclage qui sont déjà liés à la présence de fertilisants dans ces produits valorisés. En particulier, la très grande richesse en azote, en phosphore et en potassium peut conduire à des difficultés de gestion de la fertilisation. Et donc, le premier impact à maîtriser, c'est bien les impacts liés à l'intérêt agronomique de ces produits. Donc, liés par exemple, ne pas générer une surfertilisation en azote et en phosphore, et ne pas également gérer des impacts sur la qualité de l'air, comme par exemple la volatilisation de l'ammoniac en cas d'apport de lisier ou de digesta, qui est une des grandes questions actuelles. Alors, donc voilà, donc on va voir qu'on a toute une série de présentations sur ces indicateurs de pilotage des effets des apports, et ensuite je vais vous présenter quelques éléments d'évolution du contexte qui font que le contexte est favorable pour le développement de cette pratique d'utiliser des nouveaux intrants par rapport aux engrais minéraux. Alors, quelques éléments d'évolution du contexte. D'abord, vous savez tous que la méthanisation est en plein développement actuellement. Alors, ça commence depuis quelques années maintenant. On va dire que depuis le plan EMA en 2013, donc l'incitation du ministère de l'Agriculture à développer la méthanisation à la ferme et qui permettait d'assurer l'autonomie des exploitations agricoles en termes d'énergie, mais aussi en termes de quantité d'azote, donc a fait que on avait un objectif de très fort développement de la méthanisation, et effectivement on observe actuellement un très très fort développement de la méthanisation, en particulier la méthanisation agricole. Et il y a une évolution réglementaire qui accompagne ce développement de la méthanisation agricole pour faciliter la valorisation des digestats agricoles. Mais on va voir aussi qu'il peut y avoir des post-traitements ou des traitements additionnels qui permettent de faciliter et améliorer le recyclage de la valorisation de ces digestats. Donc c'est un élément de contexte. Autre élément de contexte aussi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2016 qui impose, on va dire, la diminution de la production de déchets, la meilleure valorisation des ressources urbaines. Donc il nous faut recycler nos biodéchets, les déchets des gros producteurs, donc des hypermarchés par exemple, les déchets des cantines, doivent être valorisés, et en particulier via le recyclage de ces ressources organiques. On doit aussi aller vers plus d'énergie renouvelable, et donc la méthanisation par exemple c'est une voie de production d'énergie renouvelable. Donc ça c'est aussi un contexte qui va vers plus de valorisation et plus de production de ces nouveaux intrants. Alors cette fois-ci c'est plus une initiative environnementale, on va dire, cette initiative 4 pour 1000 qui date de 2015 qui vise à favoriser, à inciter l'augmentation des stocks de carbone dans les sols, donc de 4 pour 1000 par an. Donc ça c'est la dynamique de croissance des stocks de carbone dans les sols,
puisqu'on a calculé que cette augmentation des stocks de carbone dans les sols permettrait de compenser, ou en tout cas de contribuer à compenser les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons, et donc pourrait contribuer à atténuer le changement climatique. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule voie, hein. Il faut d'abord limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais cette augmentation des stocks de carbone permet de contribuer à cette atténuation du changement climatique. Ensuite, il y a tout le développement de la bioéconomie, et là on est vraiment en plein boom de cette bioéconomie, et donc il y a comment valoriser ces ressources organiques, et là c'est là qu'on voit apparaître d'autres voies de valorisation de ces ressources résiduaires pour soit extraire des molécules d'intérêt avant leur retour au sol, soit, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, soit, bref, en tout cas, qu'il y ait une première valorisation avant le retour au sol de ces ressources résiduaires. Et puis, donc, soit on cherche à extraire ou à valoriser une première valorisation, soit on peut chercher aussi à modifier ces intrants qui autrefois étaient plutôt subis, issus d'un procédé, mais on peut chercher à modifier la formulation, à modifier la composition pour mieux répondre aux besoins de l'agriculture. Donc, on va voir pas mal de présentations sur ces aspects-là. Et puis, dernièrement, donc, il y a la loi Egalim et le pacte de confiance sur les intrants en production, liés à la production agricole. Et là, donc, on a la mise en place de nouvelles réglementations de production agricole, mais aussi de réglementations qui encadrent les intrants utilisables en agriculture, et donc la fabrication et l'usage de ces matières. Et donc, on aura aussi des présentations là-dessus. Alors, donc ça, je reviens sur notre histoire de développement de la bioéconomie. Et quelle est la conséquence? Voilà, on avait notre cycle biogéochimique qui arrivait à tourner, qui permettait ce bouclage des cycles. Vous voyez que cette co-valorisation ici, on a un diverticule ici, soit au moment du procédé, par exemple sur la méthanisation, on a production d'énergie et production de digestat. On peut avoir extraction de molécules d'intérêt et le résidu est valorisé en agriculture. Donc cette co-valorisation va nous changer la qualité, les caractéristiques des produits qui vont être valorisés en agriculture et permet d'être doublement gagnant, on va dire, avec cette co-valorisation et ce qui va arriver en agriculture. Et donc, on va avoir plusieurs présentations dans ces 2 jours sur la méthanisation, puisque c'est vraiment un procédé qui est en plein boom. Et donc, on verra qu'on arrive, ou en tout cas qu'on peut proposer des leviers pour maîtriser la diversité des digestats et répondre aux besoins des cultures. On verra qu'on peut qualifier ces digestats pour qu'ils soient vraiment reconnus comme engrais au niveau européen. On va avoir plein d'innovations sur la production de nouveaux types d'engrais et biostimulants. Par exemple, les urines humaines qui sont... je vous ai parlé tout à l'heure des bouts de stations d'épuration, mais ces bouts de stations d'épuration permettent d'épurer les eaux, mais gaspillent une grande partie des nutriments contenus dans nos urines. Et vous allez avoir une présentation sur les urines humaines qui peuvent être valorisées directement. On aura plusieurs présentations sur les biochars, donc une ressource organique issue d'un procédé de pyrolyse. Donc ça... voilà. Ensuite, on verra aussi des présentations sur la production de struvite. Alors, la struvite, ça peut être un levier qui permet de répondre aux interrogations qu'on peut avoir sur la présence de contaminants dans des matières qui sont recyclées. Et donc, cette extraction de struvite, ça permet d'isoler les éléments qui sont purement fertilisants d'une matrice qui pourrait contenir des éléments, des contaminants. Donc, on verra des exemples là-dessus. Il y aura aussi donc, les effluents d'élevage qui historiquement ont été valorisés, mais il y a de nouvelles voies de valorisation de ces effluents d'élevage, et puis des exemples de co-valorisation également. Exemple de co-valorisation de biomasse algale et puis de déjection d'insectes qui a déjà été évoqué précédemment. Et puis les fameux biostimulants qui vous seront présentés également. Et puis, dernier élément, c'est le retour au sol de ces fertilisants, et qu'il faut adapter ce retour au sol au contexte et avoir des approches plutôt territoriales.
Et donc on va faire un focus sur l'agriculture urbaine, mais l'exemple que je vais utiliser ici n'est pas un exemple d'agriculture urbaine, plutôt d'agriculture périurbaine. Et l'idée que l'on cherche à faire passer, c'est qu'il faut chercher à boucler ce cycle localement. Et donc voilà, boucler les cycles, et donc à l'échelle territoriale. Et donc, donc je vais parler de mon exemple tout de suite. Donc c'est l'exemple des travaux qui ont été faits sur le plateau de Saclay, où, alors vous voyez peut-être pas le détail de ce qui est dans les boîtes, mais ça sont les flux d'azote sur le plateau de Saclay, tels qu'ils sont actuellement et tels qu'ils pourraient être s'il y avait une optimisation de ces flux d'azote. Alors on n'a pas besoin de voir le détail de ce qu'il y a dans les boîtes. Ici vous avez l'agriculture, donc les terres arables, et ici vous avez la population du plateau de Saclay. Donc on voit bien ici que sur ce schéma que les terres arables, elles se produisent grâce à des intrants qui proviennent d'ailleurs. Et cette production végétale, elle part ailleurs que sur du plateau de Saclay. Et à côté de ça, il y a la population locale qui consomme de la nourriture qui ne provient pas du tout du plateau de Saclay, et elle émet des déchets qui ne sont pas du tout valorisés sur le plateau de Saclay. Donc vous voyez qu'il y a l'agriculture est complètement dissociée de la vie du plateau de Saclay. Et donc on a calculé que ces flux d'azote pouvaient être complètement changés, en tout cas en théorie. Et on retrouve notre population et notre agriculture ici. Et vous voyez que la population, déjà, elle peut consommer une partie de son alimentation qui est produite localement. Elle émet des déchets, mais ces déchets peuvent être valorisés et recyclés également sur le plateau de Saclay pour aller fertiliser les terres arables. Donc vous voyez qu'on arrive à reboucler le cycle de l'azote au niveau du plateau de Saclay. Donc ça, c'est un exemple qui est plus périurbain, on va dire. Mais là, ce que vous allez voir, donc je ne sais plus si c'est cet après-midi ou demain, mais donc vous allez voir, on va faire un focus. D'abord, on aura une présentation de l'intérêt de l'économie circulaire pour le fonctionnement des territoires par Fabienne Muller, là. Et puis ensuite, on aura un focus sur l'agriculture urbaine avec des tas d'exemples. Donc on a déjà vu tout à l'heure dans la présentation de Madame le maire, là, mais on a des fourmillements d'idées et d'actions pour développer l'agriculture urbaine. Donc là, il y aura tout un tas de présentations sur cette agriculture urbaine. Et puis, bien sûr, ces nouveaux intrants, ils ne peuvent exister, ou en tout cas, ça ne peut être justifié ou n'exister que si c'est viable économiquement et si tout ça est encadré par une réglementation qui permet cette valorisation des nouveaux intrants. Et ces enjeux économiques et réglementaires seront tout au long de ces 2 jours vont être assurés, où il y aura des témoignages et des retours d'expérience de beaucoup soit de producteurs de ces nouveaux intrants, soit des utilisateurs de ces nouveaux intrants. Donc on aura largement le temps de discuter de l'intérêt économique et puis une présentation de l'accompagnement réglementaire potentiel avec Madame Poutigane du ministère de l'Agriculture. Et donc voilà, donc on va avoir 3 jours de colloque pour en discuter. Donc les sessions, elles ne sont pas tout à fait organisées comme je vous les ai présentées précédemment, mais en gros, on va retrouver toutes ces présentations. Et puis le 3e jour, donc vous êtes tous les bienvenus pour aller visiter ce que c'est qu'un site, un essai au champ de longue durée sur lequel on étudie depuis 20 ans le retour au sol de différents types de compost d'origine urbaine. Et puis il y a des démonstrations de l'effet de ce retour sur des lombriques avec des terrariums qui ont été installés sur le terrain pour vous montrer tout ça. Donc vous êtes les bienvenus jeudi matin sur le site de Caliagro. Normalement la météo est bonne et il devrait faire beau. Voilà, merci de votre attention et puis place aux présentations réelles maintenant.